Salut tout le monde et bienvenue dans Café Crime, le podcast où on explore les histoires criminelles qui font jaser au Québec et ailleurs. Je suis Amy, votre hôtesse de 19 ans, étudiante en sciences humaines au cégep. Ensemble, on va plonger dans des récits captivants, des enquêtes troublantes et des mystères qui vont vous tenir en haleine. Préparez votre café, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans l'univers fascinant du true crime. Alors, prêt à découvrir le côté sombre de notre monde? Je tiens à dire que ça fait 3 fois que j'enregistre ce podcast. Donc, une fois, il y a quelques mois, c'est un des épisodes que j'avais supprimé en fait pour le mauvais son. Donc, j'ai refait l'épisode, j'ai un peu réécrit pour qu'il soit plus immersif. Mais si vous voulez pas l'écouter, je comprends très bien. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Sinon, ben, ça fait 2 fois aujourd'hui parce que j'ai eu quelques petits problèmes techniques. En espérant que celle-ci soit la bonne. Donc avant chaque épisode, je fais un trigger warning. Le contenu suivant comporte des descriptions détaillées de crimes violents, y compris des meurtres, des agressions sexuelles et un comportement psychologique perturbant. Il apporte également des sujets sensibles tels que le traumatisme, la manipulation, ainsi que l'impact de ces crimes sur des victimes et leurs familles. Il est important de noter que ce matériel peut être dérangeant et n'est pas adapté à tout public. Si vous vous sentez mal à l'aise ou avez besoin de soutien, nous vous recommandons de prendre du recul et de chercher de l'aide auprès d'un professionnel de la santé mentale ou d'une personne de confiance. Dans l'Amérique d'après-guerre, une nation en reconstruction tente de panser ses plaies. Tandis que dans un hôpital de Burlington, au Vermont, un enfant vient au monde sous le poids d'un lourd secret. Theodore Robert Cowell, plus tard connu sous le nom de Ted Bundy, voit le jour le 24 novembre 1946 dans un climat de mystère et de mensonges qui marquera toute son existence. Sa naissance est entourée de questions sans réponse, sa filiation entachée d'incertitudes, son passé, semblable à une toile tissée de science et de demi-vérité, deviendra la genèse d'un des esprits criminels les plus glaçants de l'histoire. Louise Cowell, une jeune femme de 22 ans, donne naissance à Ted Bundy dans un climat social qui condamne les mères célibataires. Rejetée, elle trouve refuge chez ses parents, Samuel et Eleanor Cowell. Mais la maison familiale n'est pas un sanctuaire. Samuel Cowell, décrit par certains comme un homme colérique et violent, impose sa volonté d'une main de fer. Ses comportements, ses préjugés et ses comportements agressifs résonnent entre les murs de la demeure, forgeant une atmosphère pesante dans laquelle le jeune Ted grandit. Pour cacher l'illégitimité de son fils, Louise le présente d'abord comme son frère. Le véritable père de Ted demeure une énigme, alimentant des rumeurs persistantes sur une possible filiation incestueuse. Était-il un simple soldat de passage ou encore pire, son propre grand-père Samuel? Cette incertitude, ce vide identitaire nourrit en Ted une déchirure silencieuse. Derrière son regard vif et son sourire enfantin, Ted développe très tôt des comportements troublants. Loin d'être un enfant ordinaire, il manifeste une fascination malsaine pour la douleur et le contrôle. Les rumeurs racontent qu'il aurait un jour disposé des couteaux de cuisine autour de sa tante endormie, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Dès son plus jeune âge, il éprouve une attraction morbide pour l'histoire de crimes et les faits divers sanglants.
Ses camarades le trouvent distant, parfois méprisant. Il préfère la solitude aux jeux d'enfants, préfère observer qu'interagir. Pourtant, sous cette apparence d'enfant introverti se cache un esprit rusé, habile à dissimuler sa vraie nature. En 1950, Louise décide de quitter le foyer familial avec Ted et déménage à Tacoma, à Washington. Elle y rencontre John Bundy, un cuisinier militaire bienveillant. Pourtant, le jeune garçon ne tisse jamais de lien profond avec son beau-père. Il le voit comme une figure terne, un homme sans ambition, incapable de lui apporter l'admiration et l'attention dont il rêve secrètement. Ted aspire à quelque chose de plus grand, à un destin hors du commun. Derrière son sourire charmant, il cultive une double vie. Il excelle académiquement, affiche un comportement exemplaire en public, mais dans l'ombre, il développe un talent pour la manipulation et le mensonge. Son intelligence et son charisme naissant deviennent ses armes les plus redoutables. Malgré une vie apparemment normale, des événements isolés laissent entrevoir l'ombre grandissante de sa véritable nature. Son intérêt obsessionnel pour la violence ne fait que croître. Il espionne ses voisines, vole des objets sans réel besoin, observe avec une froide curiosité les souffrances des autres. Certains voisins rapportent l'avoir vu tourmenter des animaux, un comportement récurrent chez les futurs tueurs en série. Sa perception des femmes se déforme peu à peu. Il les admire, les désire, mais il les craint aussi. Elles deviennent des énigmes qu'il veut comprendre, posséder, dominer. Image de sa propre mère, une femme forte ayant surmonté les obstacles de la vie, le hante autant qu'elle le fascine. Peut-être est-ce dans ce paradoxe que naît sa haine grandissante. Avec les années, Ted perfectionne son art de la duperie. Son intelligence sociale s'aiguise, son charisme se déploie. Il comprend comment se fondre dans la masse, comment faire illusion. Mais derrière cette apparence de jeune homme ambitieux et charmant se cache une soif de pouvoir inextinguible, une rage silencieuse qui attend son heure. Son enfance chaotique, son besoin de contrôle, sa frustration face aux figures féminines et son absence d'identité paternelle sont autant d'éléments qui le préparent à devenir ce qu'il redoute pour être lui-même, un prédateur. Chaque secret, chaque mensonge, chaque humiliation nourrissent en lui un monstre en gestation. Ted n'est pas seulement un produit de son époque ou de son environnement, il est la somme de blessures invisibles, de frustrations muettes et d'une intelligence redoutable, déformée par une soif inassouvie de pouvoir et de contrôle. Plongé dans l'enfance de Ted Bundy, on entre dans un univers trouble, où les ombres du passé semblent façonner un futur macabre. Dès ses premières années, Bundy révèle des traits inquiétants, des fragments de personnalité qui, rétrospectivement, semblent être les prémices d'un monstre en devenir. Imaginez un jeune homme souriant, au regard perçant, charmant et affable. Bundy était un caméléon social, capable de séduire par sa présence et ses paroles soigneusement choisies. Ses proches, ses collègues et même certaines de ses victimes ont été subjugées par sa capacité à instaurer un climat de confiance. Il pouvait se montrer attentionné, courtois, presque irrésistible. Pourtant, derrière ce masque séduisant se cachait un prédateur méthodique, un manipulateur de génie qui savait exactement comment exploiter les failles des autres. Un frisson nous parcourt l'échine lorsqu'on comprend l'étendue de l'absence d'émotion chez Bundy.
Ceux qui l'ont interrogé, ceux qui ont tenté de sonder son esprit se sont heurtés à un vide glaçant. Aucun once de regret, aucun remords. Lorsque la police lui a demandé s'il éprouverait du chagrin pour ses victimes, il n'a offert qu'un sourire figé, un éclat d'arrogance déconcertante. Dans la salle d'interrogatoire, Bundy parlait avec assurance, défiant ouvertement les enquêteurs, se croyant toujours un pas en avance. Il aimait le jeu du chat et de la souris. Lorsqu'il s'est échappé de prison à 2 reprises, c'était pas seulement pour retrouver sa liberté, mais aussi pour prouver qu'il était plus malin que le système. Ce besoin maladif de supériorité, ce sentiment d'être intouchable le poussait à commettre des actes toujours plus audacieux. Les premiers récits de ces crimes révèlent une brutalité effrayante. Les corps retrouvés portaient des marques d'une rage incontrôlée, d'un besoin viscéral de domination. Il ne s'agissait pas seulement de tuer, mais d'humilier, de soumettre. Ses pulsions destructrices remontaient à son adolescence, où il fantasme déjà sur l'asservissement et la douleur. Bundy, adolescent, commença à rôder dans les quartiers, à observer les maisons, à espionner les femmes à travers leurs fenêtres. Chaque nuit, il poussait un peu plus loin l'expérience, cherchant ce frisson, ce sentiment de puissance qui l'envahissait lorsqu'il contrôlait la situation. Bientôt, les cambriolages ne suffiront plus. Il lui faudra davantage. L'histoire de Ted Bundy est celle d'un homme dont l'enfance et les premières années étaient déjà marquées par des signes avant-coureurs d'une horreur à venir. Derrière son sourire enjôleur et son regard captivant se dissimulait un esprit sombre, méthodique et calculateur. Un monstre en gestation, patient, attendant le moment parfait pour se révéler au monde, et lorsqu'il le fit, ce fut avec une brutalité qui marquera à jamais l'histoire criminelle des États-Unis. Comme j'ai déjà dit auparavant, Ted Bundy était brillant et déterminé. Lorsqu'il franchit les portes de l'Université de Washington, où il étudiait la psychologie, il était déjà habile à manipuler son image. Dans les couleurs animées du campus, avec les étudiants en discussion vive et les professeurs absorbés par leurs notes, il se déplaçait avec assurance. Un carnet sous le bras, son regard scrutateur analysant ceux qui l'entouraient, il était intégré à la vie universitaire, mais restait en marge, calculateur, mesurant chaque interaction. C'est à cette époque qu'il rencontra Stephanie Brooks. Elle était l'opposé de tout ce qu'il était. Issue d'une famille aisée, gracieuse, sûre d'elle, avec ce charisme naturel qui attirait les regards, Bundy, lui, n'était qu'un jeune homme avec un passé trouble, en perpétuelle quête de validation. Il tomba sous son charme instantanément. L'odeur subtile de son parfum, la manière dont il repoussait une mèche de cheveux d'un geste léger, tout chez elle le fascinait. Elle représentait tout ce qu'il convoitait, un avenir qu'il croyait inaccessible. Au fil des mois, ils commencèrent à sortir ensemble. Bundy s'appliqua à lui offrir le meilleur de lui-même, drôle, attentionné, prêt à déplacer des montagnes pour elle, mais derrière cette façade, il bouillonnait d'insécurité. Il savait qu'il ne faisait pas vraiment partie du monde de Stéphanie, et cette pensée l'obsédait. Lorsqu'ils étaient seuls, il pouvait parfois serrer sa main un peu trop fort, la fixer un peu trop longtemps, comme s'il tenait à s'accrocher à elle par la force de sa volonté. Puis vint la rupture en 1968. Une simple conversation en apparence. Stéphanie lui expliqua calmement qu'il n'avait pas les mêmes attentes pour l'avenir, qu'elle voulait quelqu'un de stable, de mature. Mais pour Bundy, ces mots résonnèrent comme une condamnation. Son estomac serra, ses tempes battirent furieusement. Il perdit tout repère.
tenta de la convaincre, de la supplier, mais elle resta ferme. Il ne lui suffisait pas. Il n'était pas assez. Ce rejet fut une déflagration dans son esprit. Une humiliation qu'il ne pouvait pas tolérer. Les jours qui suivirent, il erra sans but, hanté par son visage, sa voix, son sourire. Mais rapidement, sa douleur se mua en quelque chose d'autre. Une froide détermination. C'était pas assez pour elle, alors il deviendrait quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'inarrêtable. Et un jour, elle regretterait. Des années plus tard, alors qu'il avait entamé sa descente dans l'horreur, il reprit contact avec elle. Il se montra charmant, transformé. Il l'attira de nouveau dans ses filets. Mais cette fois, c'est lui qui la quitta. Sans un mot, sans une explication. Un silence glacial en guise de revanche. Stéphanie ne comprit jamais ce brusque revirement, mais pour Bundy, c'était une victoire. Un signe qu'il était enfin devenu le maître du jeu. Mais cette victoire était illusoire, car dans l'ombre, son ressentiment s'était déjà ancré dans ses entrailles. Ses victimes, jeunes femmes aux cheveux longs et bruns, semblaient toutes porter un fragment de Stéphanie en elles. Chaque meurtre était une tentative de réécrire l'histoire, d'effacer l'humiliation, de reprendre le contrôle, mais le vide en lui ne se comblait jamais. Stephanie Brooke restera à jamais l'une des figures clés de son histoire. Elle ne fut pas la cause de ses crimes, mais fut le miroir de ses échecs, le point de bascule qui libéra les démons qui rongeaient Bundy depuis toujours. Ses premières victimes. Imaginez cette scène. Une nuit froide de janvier 1974 à Washington, Ted Bundy, le tueur qui allait semer l'horreur à travers tout le pays, tout le monde, se déplace silencieusement dans l'obscurité. Il se dirige vers l'appartement de Karen Sparks, une étudiante qui dort paisiblement dans son lit. Le vent souffle doucement à travers la fenêtre ouverte, un détail apparemment anodin, mais qui devint crucial. Bundy se faufile à l'intérieur, s'approchant lentement de sa victime. Tout est calme, jusqu'au moment où il frappe. Un bruit sourd, le choc brutal de l'objet contondant sur son crâne, un coup d'une violence inouïe. Le sang s'écoule, mais Karen survit. Bien que son corps soit laissé briser au bord de l'abîme, c'est un miracle qu'elle ait survécu à l'attaque. Son esprit, en revanche, sera marqué à jamais. Quelques jours plus tard, Ted Bundy ne ralentit pas. Il devient de plus en plus audacieux, déterminé. Le 31 janvier 1974, Linda Ann Haley, 21 ans, étudiante en psychologie à l'Université de Washington, devient sa prochaine cible. Elle se couche après avoir terminé un rapport, inconsciente du danger. Elle vit dans une maison partagée avec des colocataires, mais la nuit, elle est seule. La fenêtre est ouverte, la porte à peine verrouillée, mais à ce moment, Ted Bundy entre en scène. Il frappe, violemment, sans laisser de place à la panique. En quelques secondes, il l'enlève et disparaît dans la nuit. Linda, dans l'obscurité, ne saura jamais ce qu'il attendait. Quelques mois passent et un sentiment grandissant de terreur envahit la ville. Linda est retrouvée dans un endroit isolé en juin 1974. Son corps, décomposé, son crâne brisé. C'est la première de nombreuses victimes, et pourtant la méthode de Bundy devient encore plus glaçante avant chaque meurtre. Il choisit soigneusement ses victimes, frappant toujours la tête, les réduisant à les objets d'un désir morbide et incontrôlable. Les autorités commencent à voir les liens entre les disparitions de jeunes femmes, les attaques brutales et les meurtres. Mais Bundy reste insaisissable. Parfois, dans son rôle de prédateur, chaque victime qui disparaît est un écho de la précédente. Un puzzle
dont les pièces ne s'ensemblent qu'à la fin, trop tard. Les visages charmants, l'apparence inoffensive de Bundy contraste avec la violence qu'il déploie dans l'ombre. C'est cette dualité qui est terrifiante. L'innocence du tueur déguisé derrière une façade trompeuse. Cette plongée dans ses premières victimes, dans la manière dont ces crimes sont de plus en plus audacieux et impitoyables, te donne un aperçu du côté obscur et de l'emprise de Bundy. Ça te fait sentir la peur, l'incrédulité. Un tueur qui, dans sa quête de domination, laisse derrière lui un sillage de vie brisée. Ted Bundy. On ressentait sa présence avant même qu'il soit là. Charmeur, attirant, il avait ce pouvoir étrange de se fondre dans l'ombre, se glissant sous la peau de ses victimes avec une facilité glaçante. Mais ce qui le rendait encore plus terrifiant, c'était cette capacité à manipuler, à devenir la personne que ses victimes voulaient voir. Un homme en détresse, un inconnu qu'on pourrait aider. Rien ne laissait présager ce qui se cachait derrière ses yeux clairs. Ce que ses lèvres ne disaient jamais. Rien. Ses débuts étaient presque ordinaires. Un homme qui semblait normal, qui souriait aux gens, qui demandait juste un peu d'aide. Une victime après l'autre, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent avec une précision effrayante. Plus tard, Karen, blessée mais vivante, a survécu pour témoigner, pour affronter un témoignage que beaucoup de ses victimes n'auraient jamais pu. Des fractures, des blessures graves et une vie brisée, mais elle a survécu. C'était qu'un répit. Bundy, l'invisible, resta là, toujours dans l'ombre. Il s'arrêtait pas là. Il sait comment ça marche. Il se fond dans les recoins de la ville, attendant son moment. Jeune, brune, une allure d'étudiante, souvent seule en soirée, c'était comme une cible placée devant lui, comme un signal qu'il comprenait. Il n'avait même pas besoin de forcer, il savait comment manipuler. Un bras plâtré pour passer pour le pauvre homme qui ne pouvait pas s'en sortir sans aide. Il y a cette méthode, cette routine, attirer la victime, frapper, enlever, violer, puis la violence ultime dans un endroit isolé. Un endroit qui n'était plus qu'un lieu vide d'âme, un terrain d'assouvissement de ses pulsions. Là, il revenait parfois, une fois le crime commis, pour violer à nouveau le corps. Prendre des morceaux, comme si chaque morceau de son acte devenait un souvenir macabre qu'il ne pouvait pas se résoudre à laisser partir. Il fuit, encore et encore. Les chaînes de la justice ne l'enferment pas. Il s'évade, une fois, 2 fois, dans une prison en Utah. Et il disparaît comme une ombre, puis une seconde fois en 1977, escaladant un mur comme s'il n'était jamais censé y être. Mais même dans sa fuite, il y a une silhouette furtive, toujours plus insaisissable, toujours plus proche du vide. Il tue encore. Kimberly Leach, en 1978, la fin d'un cycle. Elle est jeune, seule, sa vie est suspendue à un fil, puis tout est fini. Un dernier corps, la dernière victime. Mais il y a cette lente descente aux enfers. Les autorités le rattrapent finalement. Ces preuves accablantes, des morceaux de ses victimes qui ne peuvent plus être ignorés. Son sourire disparaît derrière les barreaux, la fin. Il reste l'héritage de ses crimes. Un homme devenu une légende de terreur. L'escalade des meurtres chez Ted Bundy est une illustration saisissante de l'évolution d'un tueur en série où chaque acte devient un pas de plus vers une violence de plus en plus extrême et déshumanisante. Chaque meurtre semble plus réfléchi, plus implacable, comme une spirale de folie qui l'alimentait à chaque fois, devenant plus confiant dans son attaque, moins prudent et de plus en plus brutal dans ses agissements. Au début, ses agressions étaient isolées. À Seattle, en 1974, il enlevait et tuait des jeunes femmes dans des lieux publics.
Leurs dernières interactions étaient des moments empreints de fausse sécurité. Ils simulaient la douleur, un bras plâtré, un appel à l'aide qui ouvrait la porte à la cruauté. Par contre, la méthode devient plus répétitive, plus macabre. Bundy n'était plus juste un tueur. Il devenait obsédé par ses meurtres. Il revenait sur les scènes du crime, violait les corps sans vie, prenait des souvenirs. Des têtes, des morceaux, des traces indélébiles qu'il voulait garder pour lui. Comme si chaque victime, chaque acte était une façon pour lui combler un vide de plus en plus grand, de revivre son pouvoir, de se nourrir de la terreur qu'il semait. Après avoir quitté Seattle, Bundy arriva à Utah. Ses meurtres deviennent plus nombreux et plus brutaux. La violence prend un tournant dans les lieux encore plus isolés où les victimes sont enlevées directement de leurs appartements ou de leurs chambres d'hôtel. Le même schéma. La séduction, la manipulation, la capture, la destruction. Les corps figurés de ses victimes témoignaient de l'intensité de son besoin de contrôler, de dominer, de briser. Et pourtant, il continue, comme si chaque meurtre était un passage obligé dans son ascension vers l'absolu. La Floride, en 1978, devient le théâtre de son apogée meurtrier. C'est là qu'il commet ses attaques les plus horribles. Le meurtre de Lisa Levy et Margaret Bowman dans un dortoir universitaire est l'une des violences inouïes. Les témoignages des survivantes, de jeunes étudiantes laissées gravement blessées, mais vivantes, soulignant une brutalité nouvelle, le sadisme de Bundy se manifeste dans ses attaques. Il ne tue pas simplement, il cherche à humilier, à détruire. À ce stade, Bundy est devenu une figure impitoyable. Ses meurtres sont de plus en plus fréquents, plus risqués. Il se sent invincible, mais cette confiance accrue le mène à sa capture. Kimberly Leach, sa dernière victime, devient le point culminant de cette spirale. Elle est enlevée, brutalement tuée, et son meurtre déclenche la fin de son règne de terreur. Les preuves retrouvées dans sa voiture permettent aux enquêteurs de le relier au meurtre d'autres femmes à travers plusieurs États. D'un point de vue psychologique, l'escalade des meurtres de Bundy reflète l'évolution typique d'un tueur en série. Ses actes deviennent de plus en plus violents à mesure qu'il cherche à assouvir ses désirs de domination et de contrôle. Les souvenirs qu'il prenait, les parties du corps, les objets personnels étaient une façon de conserver la sensation de pouvoir, de garder une part de ses victimes avec lui. L'obsession s'intensifiait, la violence devenait un langage qu'il ne cessait de répéter, un moyen d'affirmer sa maîtrise sur le monde. Bundy est devenu, à mesure du temps, l'incarnation de cette monstruosité. Un monstre façonné par ses propres pulsions morbides. L'histoire de capture et évasion de Ted Bundy est une traque fascinante, ponctuée de manipulations astucieuses et d'une série de fuites audacieuses montrant un homme qui jouait habilement avec la loi tout en poursuivant son œuvre macabre. Chaque évasion accentuait son caractère insaisissable et nourrissait l'horreur de ses crimes. Première capture. C'était une chaude journée d'août 1975 à Salt Lake City, en Utah. Un policier, par simple intuition, remarque l'attitude suspecte d'un homme au volant d'une voiture. Cet homme, c'était Bundy. Après un contrôle de routine, les policiers ont fouillé le véhicule et découvert des objets inquiétants. Des pantoufles, des affaires personnelles de victimes disparues. Pourtant, à ce moment-là, Bundy n'était pas encore formellement lié au meurtre. Malgré cela, les autorités avaient un pressentiment et Bundy fut arrêté sous l'accusation d'enlèvement et agression. Mais l'horreur de ces crimes n'allait pas encore être pleinement exposée. Il fut incarcéré en attendant ce procès. Les policiers n'ayant que des soupçons et des pièces manquantes dans ce puzzle macabre. Le calme apparent de son incarcération ne dura pas longtemps. En 1977, Bundy se retrouva de nouveau derrière les barreaux. Cette fois, à la prison du comté de Pitkin, dans l'État de Colorado.
Alors qu'il attendait son procès pour les meurtres de 2 jeunes femmes en Utah, il profita d'une occasion inespérée. Lors d'un transport vers le tribunal, il fit mine de se rendre comme prévu dans la salle d'audience. Mais au lieu de ça, il se faufila discrètement dans la bibliothèque de la prison, grimpa dans un espace vide au plafond, puis s'échappa en passant à travers une fenêtre. C'était un coup de maître. Il s'évada de cette prison qui semblait pourtant à l'épreuve des fugitifs et plongea dans l'anonymat. Son passage à Denver fut un étrange silence avant qu'il ne reprenne ses meurtres. En Floride, Bundy intensifia sa folie meurtrière. Puis ses victimes, des étudiantes dans des dortoirs à Tallahassee. C'est-tu le même qu'on le dit? Tallahassee? Désolé. Étaient attaqués dans des conditions d'une violence inouïe. L'impunité qu'il ressentait après cette évasion renforçait sa cruauté. Il se contentait plus de tuer. Il assouvissait une frénésie de domination. Deuxième capture. La chance de Bundy était en train de tourner. Le 15 février 1978, alors qu'il circulait au volant d'une voiture volée à Pensacola, en Floride, il attira une nouvelle fois l'attention des forces de l'ordre. Ce qui semblait être un contrôle de routine allait se transformer à l'aboutissement d'une longue traque. Lorsqu'il fut arrêté, les policiers découvrirent rapidement des preuves accablantes, des objets appartenant aux victimes et des éléments pouvant le relier à des meurtres spécifiques. À ce moment-là, la couverture de Bundy volait aux éclats. Il tenta de nier toute implication, mais les preuves étaient si solides qu'il ne pouvait plus fuir la vérité. L'interrogatoire fut intense et Bundy fut rapidement accusé des meurtres de 2 jeunes femmes de Tallahassee. C'était que les débuts de l'enquête, car les enquêteurs découvraient des éléments liant Bundy à plusieurs autres meurtres à travers les États-Unis. Mais cette histoire ne s'arrêtait pas là. Avant sa capture définitive en 1978, il réussit une seconde évasion encore plus spectaculaire que la première. Cette fois, il se trouvait dans la prison du comté Garfield, dans le Colorado, une institution réputée pour sa sécurité renforcée. Cependant, Bundy, toujours aussi rusé, saisit une brèche dans le système. Un petit espace dans le plafond de sa cellule devient sa porte de sortie. En utilisant cette ouverture, il se glissa dans l'obscurité et se faufila hors du bâtiment. Une nouvelle fuite, plus audacieuse que jamais, après plusieurs mois de traque, il disparut dans les montagnes rocheuses avant de disparaître. Plusieurs États plus au sud, en Floride, où il entreprit une série de meurtres qui ne laissait plus aucun doute sur la nature de son caractère. La capture définitive semblait inévitable. Bundy avait joué son dernier coup. Sa chance était désormais épuisée. Les meurtres de Ted Bundy en Floride représentent l'un des chapitres les plus horrifiants de sa série de crimes, marqué par une violence extrême et une escalade dans la brutalité de ses attaques. Après sa première évasion en 1977, Bundy se rend à la recherche de nouvelles victimes, se dirigeant vers la Floride en 1978 où il commet une série de meurtres particulièrement cruels. Des meurtres ont été particulièrement notables pour la violence et pour le mode opératoire de Bundy qui devenait de plus en plus audacieux. Le premier crime en Floride se produit la nuit du 14 au 15 janvier 1977 à Tallahassee sur le campus de l'Université de Floride. Bundy attaque brutalement 2 jeunes femmes, Lisa Levy et Margaret Bowman. Dans leur dortoir de Chi Omega Sorority House, il pénètre dans le dortoir en pleine nuit, attaquant d'abord Margaret Bowman qui dormait. Il la frappa à la tête avec un objet lourd, puis l'a étranglée. Après l'avoir tuée, il s'est attaqué à Lisa Levy, qu'il a également violée et frappée violemment, avant de l'étrangler à son tour. Les 2 victimes ont subi des blessures terrifiantes.
et l'attaque a été particulièrement sauvage. Après avoir commis ces meurtres, Bundy s'échappa du dortoir, laissant derrière lui une scène macabre. Mais son carnage ne s'arrêtait pas là. Le même soir, il attaque une troisième victime, Tetty Kleiner, qui est gravement blessée, mais parvient à survivre. Bundy a également agressé Carol Darroch quelques semaines plus tard, en février 1978, mais elle a miraculeusement réussi à échapper à sa prise. La série de meurtres de Bundy en Floride se distingue par son mode opératoire. Après ses attaques à Tallahassee, il a continué à cibler des jeunes femmes, souvent dans des lieux isolés, à la recherche de victimes vulnérables. Ce qui caractérise ses crimes en Floride, c'est la brutalité avec laquelle il tue. Il n'hésite pas. Hey, ça va bien aujourd'hui! Il n'hésite pas à utiliser des objets contondants, comme une barre de métal, pour assommer ses victimes avant de les étrangler. Dans certains cas, il violait les corps avant de les démembrer ou de les mutiler. Nous allons parler de sa dernière victime, Kimberly Leach. Ce meurtre a eu lieu le 9 février 1978 lorsqu'il a enlevé et tué Kimberly Leach, une jeune fille de seulement 12 ans. Kimberly a été enlevée alors qu'elle sortait de l'école de Lake City en Floride. Elle était la dernière victime confirmée de Bundy et son enlèvement marqua un tournant important dans l'enquête contre lui. Kimberly a été retrouvée quelques mois plus tard, le corps abandonné dans un endroit reculé. Comme pour les autres victimes, Bundy avait violé et tué Kimberly et son corps portait des traces évidentes de violence. Ce meurtre a été crucial pour l'enquête, car elle a permis aux autorités de relier Bundy à une série de meurtres qui avait eu lieu dans la région. Le meurtre de Kimberly Leach a marqué la fin de la série de meurtres de Bundy, qui a été capturée peu de temps après. La découverte de son corps et les témoignages des témoins oculaires qui l'ont vu avec elle peu avant sa disparition ont donné aux enquêteurs des éléments cruciaux qui ont permis d'identifier Bundy comme le responsable de ces crimes. On peut dire que Kimberly a sauvé des centaines d'autres femmes. Après la découverte du corps de Kimberly, Ted Bundy était rapidement arrêté à Pensacola, en Floride, le 15 février 1978. Il était déjà sous surveillance et plusieurs indices accablant Bundy, notamment des témoins ayant vu sa voiture à proximité des scènes de crime. Il était également en possession d'objets appartenant à ses victimes au moment de son arrestation. Des captures marquaient la fin de la terreur qu'il avait semée en Floride et avec elle, la fin de sa série de meurtres. Bundy a été jugé pour plusieurs meurtres en Floride, dont ceux de Lisa Levy, Margaret Bowman et Kimberly Leach. Il a été reconnu coupable. Il a été condamné à la peine capitale. Après plusieurs années d'incarcération, Bundy a avoué les meurtres de dizaines de jeunes femmes avant son exécution en 1989. En somme, la violence et l'escalade des meurtres de Ted Bundy en Floride ont marqué l'apogée de sa série de crimes. Il a tué sans remords, de manière de plus en plus brutale, jusqu'à sa dernière victime, Kimberly Leach. Sa capture et sa condamnation ont mis fin à une période d'horreur qui a duré plusieurs années, et son histoire reste l'une des plus tragiques et terrifiantes de l'histoire criminelle américaine. Son arrestation, 15 février 1978 à Pensacola, en Floride, Ted Bundy a pris un tournant décisif. Depuis la fin de l'année 1977, il était déjà lié à une série de meurtres dans le Colorado à l'Utah. Mais c'est en Floride, après plusieurs crimes brutaux, qu'il a enfin à être capturé. Son procès. Le procès de Bundy, qui débuta en 1979, devient un événement d'une ampleur sans précédent. Comme je l'ai dit plus tôt, il était jugé pour les meurtres de Lisa Levy, Margaret Bowman et Kimberly Leach. Ce procès est devenu une étude de l'âme d'un tueur en série,
une plongée dans l'esprit d'un homme qui réussissait à se montrer aussi charmant qu'inquiétant. Bundy fit un choix audacieux. Il décida de se défendre lui-même. Armé de ses études en droit, mais sans réelle expérience dans la défense d'un accusé de sa nature, il se lança dans l'arène judiciaire. Il espérait sans doute maîtriser l'attention du public, qu'il avait déjà captivé par son charisme froid. Chaque mouvement dans la salle d'audience, chaque parole prononcée alimentait une fascination morbide. Mais cette audace ne suffisait pas à effacer les preuves accablantes contre lui. Parmi les témoins, Carol DeRoche, une survivante d'une tentative d'enlèvement de Bundy, fit face à l'accusé, identifiant comme étant son agresseur. Son témoignage devient l'un des moments les plus marquants du procès. À côté de cela, les preuves matérielles s'entassaient. Empreintes digitales, objets personnels retrouvés chez Bundy, les enquêteurs avaient aussi établi des liens directs entre les meurtres en Floride et ceux qu'il avait commis dans d'autres États, comme l'Utah et le Colorado. Ces découvertes transformèrent Bundy de criminel isolé à un tueur en série méthodique. Le 24 juillet 1979, après un procès éprouvant et détaillé, Ted Bundy fut reconnu coupable des meurtres de Lisa Levy et Margaret Bowman. Il fut condamné à la peine capitale. Cependant, le calvaire ne s'arrêtait pas là. En 1980, il fut jugé pour le meurtre de Kimberly Leach et à nouveau déclaré coupable. Bien qu'il ait avoué plusieurs autres meurtres, il ne fut pas jugé pour ses crimes. La période d'attente dans le couloir de la mort fut longue pour Bundy. Des années passèrent avant que l'exécution ne soit finalement programmée, le 24 janvier 1989. Après avoir passé des années dans les sombres couloirs de la prison de Florida State, Ted Bundy fut exécuté par injection létale. Avant sa mort, il fit une dernière confession, avouant certains meurtres qu'il n'avait pas encore avoués, donnant ainsi des réponses aux familles des victimes qui n'avaient jamais eu closure. Mais sa confession ne fut pas pleine de remords. Il exprima des regrets pour la douleur infligée tout en restant évasif sur ses motivations, comme s'il voulait encore garder une part de mystère. Le procès et l'exécution de Bundy provoquèrent une onde de choc dans le pays. Ce criminel, devenu une figure incontournable du crime, a poussé la société à se pencher sur la psychologie des tueurs en série. C'était pas seulement un procès, mais une réflexion profonde sur l'esprit humain et la capacité à infliger la souffrance. Psychologues et criminologues s'intéressèrent à son profil, cherchant à comprendre comment un homme pouvait passer d'étudiant ordinaire à l'un des meurtriers les plus célèbres de l'histoire. Les familles des victimes exprimèrent un sentiment de soulagement après son exécution. Mais bien que la justice ait été rendue, la douleur de la perte demeurait. Bundy, par sa froideur et sa manipulation, était devenu le visage même de la terreur, et son nom resterait à jamais associé à l'horreur. Son histoire continue de hanter l'imaginaire collectif, une mise en lumière des ténèbres que peut cacher un esprit humain. Le procès, l'arrestation et l'exécution de Ted Bundy ont non seulement mis fin à une série de meurtres sanglants, mais ont également marqué un point d'inflexion dans la compréhension des tueurs en série. Son nom, devenu synonyme de violence, de manipulation et de froideur, demeure un symbole de l'horreur qui peut résider là où on s'y attend le moins. La psychologie de Ted Bundy est l'un des aspects les plus étudiés de son histoire. En raison de la complexité de sa personnalité et des crimes qu'il a commis, plusieurs éléments de son comportement, de son passé et ses traits de personnalité ont été analysés pour tenter de comprendre ce qui l'a poussé à devenir l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire. Il est né en 1946 et son enfance a été marquée par un certain nombre de facteurs qui ont façonné son développement psychologique.
Il a été élevé par sa mère, Louise Bundy, qui, selon certaines sources, a tenté de masquer le fait que Ted Bundy était en réalité son fils illégitime, le présentant comme son frère. Cette dissimulation d'identité paternelle a joué un rôle dans la formation de son image de soi et de ses relations avec les femmes. Bundy a également grandi dans un environnement familial instable et a eu des difficultés à créer des liens affectifs solides. Bien que sa mère l'ait soutenu dans ses premières années, il n'a jamais connu de modèle paternel stable, et cela pourrait avoir contribué à son manque d'empathie pour ses victimes et à sa vision déformée des relations interpersonnelles. Bundy est un maître de la manipulation, charismatique, intelligent, charmant. Des traits qui l'ont aidé à attirer ses victimes et à semer le doute parmi ceux qui l'entouraient. Les experts en criminologie décrivent souvent Bundy comme un psychopathe ou un sociopathe, en raison de sa capacité à manipuler et à exploiter les autres sans remords. Il était capable de mentir de manière convaincante et de présenter des façades différentes en fonction de ses besoins, ce qui fait de lui un suspect difficile à identifier pour les autorités. En plus de son charisme, Bundy présentait des traits caractéristiques de la personnalité narcissique. Il se voyait comme supérieur aux autres et ce sentiment de supériorité l'a poussé à considérer au-delà de la loi. Son absence de remords et sa capacité à rationaliser ses actions en font un exemple frappant de la manière dont un individu peut se détacher des conséquences de ses actes. Le manque d'empathie et la froideur émotionnelle sont deux caractéristiques liées du profil psychologique de Bundy. Ses crimes étaient extrêmement violents et méticuleusement planifiés. Il semblait être totalement insensible à la souffrance qu'il causait à ses victimes. Bundy a avoué qu'il prenait plaisir à infliger de la douleur et à observer la terreur chez ses victimes. Pour lui, tuer est à la fois un acte de domination et un moyen de ressentir un pouvoir absolu. Il a également montré des signes de sadisme, se livrant à des actes de violence sexuelle extrêmes avant, pendant et après ses meurtres. L'enlèvement, la torture et le meurtre de ses victimes semblaient répondre à un désir de contrôle total et non à une impulsion instantanée ou irrationnelle. Ce besoin de contrôler ses victimes, de leur infliger des souffrances physiques et psychologiques avant de les tuer, est un comportement souvent observé chez les psychopathes. Même après son arrestation, Bundy a continué à manipuler les gens autour de lui, y compris les détectives, les psychologues et même les journalistes. Il a cherché à se présenter comme un homme réhabilité, jouant sur l'idée de rédemption et sa présence comme un individu qui, malgré ses crimes, méritait une certaine forme de compassion. Il a également utilisé son intelligence pour manipuler les autorités et son attitude de tueur ordinaire, en gros guillemets, qui refuse de reconnaître ses motivations réelles et son propre rôle dans ses actes, a mis en évidence un autre aspect de la psychopathie. Il était souvent réticent à admettre publiquement ses crimes, même lorsqu'il savait qu'il était accusé de manière irrémédiable. Il a aussi été stratégique dans ses déclarations. Par exemple, en avouant certains meurtres pour obtenir des informations en retour, comme l'espoir de négocier un allègement de peine. Au fur et à mesure de l'escalade de ses meurtres, Bundy a montré une évolution dans son modus operandi, ce qui a mené à certains experts à discuter de l'idée qu'il pourrait avoir une évolution psychologique ou un développement tueur. À ses débuts, Bundy enlevait principalement des jeunes femmes, souvent les frappant à la tête pour les assommer. Au fur et à mesure de son parcours criminel, les attaques sont devenues plus violentes et plus méthodiques. Le fait qu'il ait tué en série sur une période prolongée démontre un raffinement et une adaptation de son approche. Les experts notent qu'il a également commencé à démontrer un plus grand sadisme, notamment en gardant les corps de ses victimes pendant un certain temps avant de les abandonner. Il était obsédé par le contrôle, non seulement sur ses victimes vivantes,
mais aussi sur leur reste, qu'il manipulait pour satisfaire ses besoins psychologiques. Le dernier jour de Ted Bundy passé dans les couloirs de la mort furent une période de manipulation et de calcul froid. Telle une marionnette tirée par ses instincts les plus sombres, Bundy s'engagea dans des manœuvres pour contrôler l'attention du public et des médias, refusant d'admettre sa pleine culpabilité jusqu'à la toute fin. Son arrogance persista, alimentée par un narcissisme démesuré, tandis qu'il faisait ses entretiens une scène pour orchestrer ses derniers actes de manipulation. Il se contenta pas de revendiquer ses meurtres, il les détailla avec une froideur clinique, les exploitant comme une tentative de réécriture de son propre rôle dans l'histoire. Ces dernières déclarations ont forgé l'image d'un homme profondément déconnecté de la réalité morale, bien qu'il ait essayé de minimiser ses actes en prétendant que l'alcool et la drogue avaient joué un rôle dans ses crimes. Ses excuses paraissaient plus que des tentatives désespérées de fuir la responsabilité de ses actions. Les experts psychologiques qui l'avaient analysé n'avaient aucun doute. Bundy était un maître capable de manipuler les perceptions des autres, et cette dernière scène ne faisait pas exception. Le 24 janvier 1989, après plus de 9 ans d'attente dans les couloirs de la mort de la prison de Raiford en Floride, Ted Bundy s'apprêta à faire face à la fin de son parcours criminel. La veille de l'exécution, l'angoisse était palpable. Non pas pour lui, mais pour un public qui est devenu obsédé par ce tueur en série devenu tristement célèbre. Les derniers mois de Bundy en prison avaient été marqués par une série d'interviews et de confessionnalisme froid, où il avait enfin avoué certains des meurtres qu'il avait jusque-là niés. Mais ses aveux, glacés et calculés, semblaient davantage servir son propre besoin de contrôle que celui d'un quelconque sentiment de culpabilité. Depuis sa condamnation en 1979, Bundy avait combattu sans relâche sa sentence de mort qui pesait sur lui. Au fil des années, il avait épuisé toutes les options légales pour tenter de différer l'inévitable, passant par des demandes d'appel, des recours et des dépressions sur le système judiciaire. Malgré ses efforts, le verdict final ne faisait plus de doute. Il avait tué plus de 30 femmes. Bien que le nombre exact de ses victimes demeure incertain, les autorités considéraient que Bundy avait été impliqué dans de nombreux autres meurtres, voire des centaines. Mais de nombreuses enquêtes n'avaient jamais permis de trouver toutes les preuves nécessaires pour l'inculper de chaque crime. Au sein du couloir de la mort, Bundy participait activement à des entretiens avec des psychologues et des détectives. Ces conversations étaient parfois des tentatives pour jouer le rôle du repentant, mais aussi un moyen de manipuler une dernière fois l'opinion publique. Il se présentait tantôt comme une victime de ses démons intérieurs, tantôt comme un homme victime de circonstances extérieures. Un jeu sordide dans lequel il tentait toujours de détourner la responsabilité de ses actes. Ses aveux étaient souvent vagues et ses révélations semblaient plus être une manière d'attirer les projecteurs sur lui une dernière fois. Les semaines précédant l'exécution, Ted Bundy se lança dans une série de confessions stratégiques. Alors que le jour de sa fin approcha, il admettant enfin des meurtres supplémentaires, bien que de manière systématiquement détachée. Dans ses aveux, il donnait des détails sur ses crimes avec une froideur glaçante, comme si cela faisait partie d'une routine. Ses motivations restaient floues et il se montrait particulièrement insensible aux souffrances qu'il avait infligées. Pour certains experts, ces révélations étaient une tentative de reprendre le contrôle sur la situation de manière calculée et froide. C'était la dernière phase de sa manipulation avant la fin inéluctable. Le matin du 24 janvier 1989, Ted Bundy se leva pour sa dernière journée dans un calme presque effrayant. À 42 ans, il avait vécu l'horreur qu'il avait infligée à tant d'autres.
À la fin de sa vie criminelle, il allait se jouer dans les sombres murs de la prison de Rayford. Il eut un dernier repas simple, une pizza, une nourriture banale, presque déroutante pour un homme dont la vie avait été marquée par la cruauté. Lorsque les gardiens l'amenèrent vers la chaise électrique, ses mouvements étaient presque mécaniques. Il n'exprimait aucune émotion manifeste, aucun signe de peur, juste une étrange tranquillité, comme si la fin n'était qu'un détail de plus dans son jeu. Il échangea quelques mots avec ses avocats et quelques regards avec les membres du personnel pénitentiaire, mais aucun mot ne sembla vraiment significatif. Finalement, il fut tué par la voie létale, par l'injection. On ne sait pas trop pourquoi. L'exécution de Ted Bundy a fait l'objet d'une attention médiatique intense, car il s'agissait de l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Certains ont vu cela comme un moyen de rendre justice aux victimes et à leurs familles, tandis que d'autres ont soutenu que l'exécution ne ferait que renforcer l'image de Bundy en tant qu'un personnage mythique du crime. Le cas de Bundy a continué à faire l'objet de débats concernant la peine de mort, le système judiciaire et la manière dont les tueurs en série sont traités par la société. Malgré sa mort, Bundy a continué à alimenter les débats autour des tueurs en série et son cas reste un exemple emblématique des mécanismes psychologiques des criminels psychopathes. Son exécution a mis fin à un ère de mystification et de fascination autour de ses crimes, mais a aussi marqué un tournant dans la manière dont les États-Unis abordent les questions de justice pénale et de rétribution. Les années 70 aux États-Unis ont été marquées par un climat de changement social, notamment les luttes féministes et les nouvelles perceptions de la masculinité. Bundy a grandi dans une société où les attentes envers les hommes étaient souvent liées à la domination et au contrôle des femmes. Cet environnement a potentiellement exacerbé son désir de pouvoir et de domination sur ses victimes. Ce climat sociétal pourrait avoir renforcé sa vision déformée de l'interaction homme-femme et de la sexualité, le menant à des actes de violence extrême. Les médias ont joué un rôle déterminant dans l'affaire Bundy. Dès son arrestation, sa personnalité et ses actes ont fait l'objet d'une couverture intensive. Cela a renforcé sa notoriété. Il est devenu une figure presque iconique dans le folklore criminel américain. En tant que criminel, il savait utiliser son apparence soignée et son charisme pour manipuler les journalistes et les enquêteurs, ce qui a alimenté son image publique. Son procès a attiré l'attention de milliers de personnes et Bundy est devenu un personnage complexe, à la fois craint et admiré, ce qui a façonné son comportement pendant toute la période de ses crimes. Lee Clover, qui a vécu avec Bundy pendant une grande partie de ses meurtres, a été profondément affectée par leur relation. Bien qu'elle était amoureuse de lui, elle commençait à avoir des soupçons sur son comportement étrange, notamment lorsqu'il revenait de plus en plus souvent avec des détails vagues sur son emploi du temps. Elle avait des doutes croissants concernant ses activités, mais elle choisit de les ignorer au début. Ce n'était qu'après son arrestation qu'elle réalisa l'étendue de ses actes. Le contraste entre leur relation intime et le monstre qu'il était devenu a marqué son histoire et a conduit à sa décision de finalement dénoncer Bundy après l'avoir longtemps soutenu. Même après son arrestation, Bundy continuait à manipuler des femmes, dont certaines croyaient encore à son innocence. Ces femmes, souvent fascinées par son intelligence et son charisme, entretenaient des relations avec lui par le biais de visites en prison et de correspondances. Ces interactions montrent à quel point Bundy savait manipuler les émotions et l'attente des autres pour se donner une image d'homme victime du système.
Ted Bundy représente l'une des figures les plus complexes et inquiétantes de l'histoire criminelle. Son histoire est marquée par des manipulations profondes, des meurtres sordides et une capacité à charmer et à contrôler ses victimes, ainsi que les personnes autour de lui, y compris les enquêteurs et les jurés. Tout au long de sa vie, Bundy a fait face à des tensions profondes entre ses désirs intérieurs et l'image publique qu'il voulait projeter. Son parcours criminel, qui s'était intensifié avec le temps, illustre une escalade de la violence qui va de simples tentatives de manipulation à des meurtres violents et prémédités. Psychologiquement, Bundy souffrait d'une psychopathie manifeste et d'un narcissisme pathologique qui se manifestait dans sa quête de contrôle absolu sur ses victimes et son environnement. Les analyses de son passé, de son enfance marquée par des confusions familiales et les relations conflictuelles, ainsi que son incapacité à former des liens sains, révèlent une personnalité instable, manipulatrice et meurtrière. Ces meurtres, souvent commis dans un état quasi rationnel, démontrent une capacité à se distancer totalement de l'empathie humaine, ce qui le rend d'autant plus terrifiant. La complexité de Ted Bundy ne réside pas seulement dans l'ampleur de ses crimes, mais aussi dans l'énigme de son caractère. Il savait exploiter les faiblesses des autres. Il se donnait une image séduisante et inoffensive. Cette capacité à se fondre dans la société tout en commettant des actes extrêmes et non seulement tromper ses proches, mais aussi une large partie de l'opinion publique. Finalement, sa capture, ses évasions et son procès ont révélé un tueur extrêmement intelligent, mais aussi un homme pris au piège par ses propres démons intérieurs. Son exécution ne fit qu'une conclusion tragique d'une histoire qui, malgré sa fin, continue de fasciner et intriguer. Questions soulevées par sa personnalité, ses crimes et l'impact de son héritage dans la culture criminelle perdurent, illustrant la dimension presque mythologique de son histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Café Crime. Prenez soin de vous et vos proches et n'oubliez pas, derrière chaque histoire se cache une réalité humaine qui mérite notre attention. À bientôt pour un voyage dans l'obscurité.